La thèse de Keppel, c'est on est salafi d'abord, hein, donc vous avez une pénétration du salafisme, etc. Et dans ce milieu salafi émergent les djihadistes. Bon. Moi je dis, ça n'est pas corroboré par les enquêtes qu'on fait. Voilà. Si on prend, en gros, moi j'ai une base de données d'à peu près 150 radicaux français. Alors évidemment, le problème c'est là aussi, qu'est-ce qu'un radical? Moi je prends ceux qui ont été dans les actes terroristes, donc Bataclan, Charlie Hebdo, et qui ont été se battre en Syrie de manière continue. C'est-à-dire pas le gars qui a fait juste un aller-retour, pas le gars qui est bon. Et on constate que la plupart d'entre eux n'ont pas eu d'incubation salafiste, n'ont pas de culture religieuse, et entrent d'emblée dans une radicalisation. C'est-à-dire, ils n'ont pas une période d'orthodoxie tranquille, hein, où on lit le Coran pour se demander mais qu'est-ce que le Coran dit sur le djihad, puis à la fin on se dit ah bah oui finalement d'après le Coran il faut que j'aille faire le djihad. Ils sont tout de suite fascinés par le dur, par l'action. Et puis ils sont suicidaires. Je veux dire bon, c'est quand même extraordinaire. Et tous les cas, la fille, la Madani, celle qui a tenté mis des bon oui, des bonbonnes de gaz, etc. Elle le dit, elle dit je voulais me suicider. Elle me dit j'ai demandé aux policiers de me tuer. Bon. Je veux dire, c'est pas la réaction d'un salafi. Je veux dire, un salafi, il est croyant, et dans le salafisme, vous avez un tabou du suicide, comme dans le christianisme, comme dans le judaïsme. On ne se suicide pas. On peut partir en guerre, ça d'accord, mais on ne se suicide pas. Parce que là, on n'a que des attentats suicides. 95% des gars, les filles se font sauter, ou se font tuer, ou se laissent tuer. D'un point de vue politique et religieux, c'est aberrant. D'un point de vue politique, ça veut dire que vos meilleurs éléments disparaissent. Bon, l'équipe du Bataclan, c'était les meilleurs. C'était 20 gars professionnels, avec des réseaux logistiques, etc., etc. Bon. Sur les 20, 19 se font tuer. Il reste que celui qui est en prison, là. Bon. Et du coup, depuis ça, qu'est-ce qu'on a? On n'a que des amateurs. Évidemment, tous les professionnels sont fait tuer. Donc, quel rapport avec la... bon, alors, on dit le paradis, vous n'avez pas besoin d'être croyant d'abord pour être fasciné par le paradis, et ensuite, comme disait l'imam de Bordeaux, il dit c'est des paresseux ces gars-là, bon, pour aller au paradis il faut 40 ans de pratique, hein, bon, eux ils s'imaginent que allez, je me saoule la gueule, j'ai toutes les copines que je veux, et puis un matin allez tchoc, je me fais sauter et je vais aller au paradis. Bon, c'est pas sérieux quoi sur le plan religieux aussi. Donc voilà, ces gars-là ne sont pas du tout... Et puis après, quand on regarde les cas particuliers, pourquoi y a-t-il une telle proportion de convertis? Si c'était l'incubation d'un milieu musulman salafi, etc., pourquoi on a autant de convertis, 25 à 30% aujourd'hui, hein? Pourquoi le département qui fournit le plus de convertis djihadistes par rapport à sa population, c'est l'Orne, hein? L'Orne, bon. Alors là, Keppel dit oui, parce qu'il y a toujours il y a aussi toujours traditionnellement un nombre de Martiniquais, de Guadeloupéens importants dans les convertis, depuis le début. Bon, il vient de s'en apercevoir, mais moi, j'écrivais ça il y a 20 ans déjà. Mais je dis, ok, il y avait énormément de Martiniquais et tout, mais maintenant, il y a un nombre important de Normands et de Bretons. Alors, c'est quoi? C'est la crise de l'identité bretonne que ça veut dire ce truc-là. Bon. Et puis, il n'y a pas un seul Corse. J'ai pas de réponse, là, j'ai aucune réponse. Hein. Mais les statistiques, quand on a des centaines de noms sur les statistiques, on peut en faire. C'est pas un débat purement intellectuel. Bon, on a la liste des gens. Hein. On sait qu'elle était... Alors, après, il y a des explications faciles. Donc, bon, les frères... oui, alors, les frères Klein, ça c'est... mais celui qui est en prison, là... non, c'est de Molenbeek. Bon. Les trois frères Abdeslam. Les trois frères Abdeslam, ils tenaient un bistrot. Hein,
où ils vendaient de la bière. Et sur la table et du hashish en dessous. Bon. Et on dit, oui, ils proviennent de l'influence salafiste à Molenbeek. Bon, Molenbeek, je connais. Hein, je peux vous dire que les salafis de Molenbeek, ils n'apprécient pas les gens qui tiennent un bistrot, hein, qui s'appelait la Béguine en plus, hein, où ils vendaient de la bière jupilaire. Bon. Un salafi, on n'est pas musulman, voilà, quand on tient un bistrot et qu'on vend de la bière et du hashish, bon, point. Et on dit, ah oui, mais c'est la production de l'incubation salafi du quartier de Molenbeek qui est maintenant sous le contrôle des frères musulmans qui échappent à la police, etc. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je veux dire, je connais très bien le policier en charge de Molenbeek, il est le même gars depuis 30 ans, ça explique peut-être les choses, mais bon. Ces quartiers-là, c'est bien plus complexe que ça. Évidemment. Le problème, c'est bien plus la bande des gars qui trafiquent le hashish que ceux qui font la prédication salafi. Bon. Alors qu'il y a un goût de la violence, un goût de la mort, oui, bien sûr. Hein, ils sont dans une culture jeune, hein, du risque, de la mort, etc. Ils sont dans la culture rappeur, ils sont ça, où on tire facilement, on dégaine facilement. Bon, ouais, hein. C'est ça leur vrai background culturel. C'est pas la mosquée salafi. Ils s'ennuient dans une mosquée salafi. Comme Welbeck dans un monastère.